Salut à tous! Allez, on retourne un petit peu dans le bois, mais de manière très exceptionnelle. Ici, on est sur les terres que je souhaite semer en colza d'ici quelques semaines, courant du mois d'août, vers le 15 août. J'ai gratté le sol, je l'ai roulé, on ira voir l'état un petit peu tout à l'heure. Et puis ici, la parcelle d'une vingtaine d'hectares est entourée de tous les côtés de bois. Et qui dit bois, dit bordure, et puis entretien. Ici, je viens broyer surtout la bande d'1 mètre au pied du bois, puis aussi ces épines qui arrivent à progresser assez vite, mais là cette année, je ne vais pas y venir, pas besoin d'y aller tous les ans non plus. Par contre, de temps en temps, il y a du bois mort qui se met à tomber. Vous le savez, j'essaye de le faire en hiver. Celui-là, il est tombé au printemps. Donc j'ai dû contourner, j'ai pas pu travailler. Bon, c'est pas très grave, je vais pas revenir retravailler la zone. Mais bon, là il est bien emmêlé. Et ce que je vais faire, je vais le débiter. Et puis je vais utiliser un outil que j'ai acheté durant l'hiver, mais que j'ai pas eu l'occasion de sortir. J'ai tourné qu'avec la tronçonneuse thermique à essence. Et là j'ai un nouvel outil qui tourne à l'électricité. J'ai acheté ça parce que je me suis dit, pourquoi pas. C'est bien d'avoir une deuxième tronçonneuse au cas où on coincerait la première. La thermique est quand même bien puissante. Celle-ci, vous allez voir, a un guide, une longueur de chaîne un peu plus courte, mais ça permet des fois de se dépatouiller de situations compliquées pour pouvoir sortir la première tronçonneuse, mais aussi de travailler dans d'autres conditions, avec surtout moins de bruit. Après, voilà, c'est sûrement des avantages et des inconvénients différents de la thermique. Donc voici le bébé. Alors mon père l'a déjà utilisé 1 heure ou 2. Il m'a dit c'est pas mal, mais j'aime bien ma thermique. Elle a un guide plus fort, et puis celle-ci quand même, au bout d'un moment, l'électricité, eh bien on arrive au bout. Mais ce que je veux surtout avec ça, c'est avoir un engin moins lourd que la thermique, avec un guide plus court. Là on est sur du 35, sur la thermique on doit être sur du 45-50. Il arrive au moins là. Voilà, donc là il n'y a pas la batterie. On va mettre... Ça se présente comme ça. Alors c'est assez lourd, hein, c'est assez dense. Hop. Alors je mets la sécurité, le frein de chaîne, avant de mettre la batterie. Voilà, c'est clipsé. Là je peux voir l'état de ma batterie, les 4 LED sont allumés. Alors ça c'est un AP200, c'est un petit peu moins endurant que la P300S que j'ai acheté à côté. Ça doit peut-être faire 25-30 minutes, et ça 20-25 minutes de travail. À charger, c'est pas aussi rapide que la décharge. Je pense qu'il faut compter le double de temps de travail, c'est-à-dire que tout à l'heure je l'ai rechargée 3/4 d'heure, celle-ci, pour la mettre pleine, mais elle clignotait encore, c'est-à-dire qu'elle pouvait encore charger. À mon avis, il leur faut 1 heure pour être chargée. On regardera un petit peu tout à l'heure sous tous les capots. Donc il y a de l'huile ici, je sais qu'il y en a encore un petit peu. C'est la partie huile pour pouvoir lubrifier la chaîne. Là-dedans, il y a un mécanisme pour lubrifier. Et puis il n'y a pas d'autre orifice. Ici, c'est pour enlever le capot. Derrière, on a accès à l'entraînement de chaîne. Et avec ça, on règle la tension de la chaîne. Bon allez, je m'équipe, je vais couper quelques bûches et puis on fait le point après. Alors, le casque anti-bruit va peut-être pas être tellement nécessaire, vous allez voir, ça fait pas un bruit du diable comme une thermique. Mais par contre, ça va être le grillage qui est absolument nécessaire pour les projections. Après, le casque aussi en lui-même, il n'est pas très utile car je vais rien abattre. Je voulais emporter un pull, je l'ai oublié, je vais bien me protéger les mains. Pareil, le pantalon, il faudrait un pantalon anti-coupure. Bon, c'est un petit peu plus léger que la thermique, comme je vous disais. Mais ça pèse son poids quand même, hein. La batterie y est pour beaucoup. Allez.
Un autre bois mort, mais celui-là il gêne pas, je l'ai mis au bord. Mais il va rester des années si je le mets pas à l'intérieur du bois. On va le mettre un petit peu à l'intérieur, on va essayer de le débiter. Vous voyez qu'il est beaucoup plus gros. Bon, je vais pas le débiter plus, mais vous voyez qu'il n'était pas si mort que ça. Et puis elle l'a bien avalé. La section est à peu près de 20. C'était un pin ou un sapin. Bon, allez, je vais pouvoir le mettre là-dedans. Et puis la petite colonie va peut-être pouvoir continuer d'habiter dedans. Il y a du monde. Et voilà. Bon, on va changer d'endroit. Bon, puis j'ai un petit peu choisi mon heure pour faire ça parce que on est sur des plus de 30 degrés en journée là. Faire ça en plein cagnard, c'est pas la peine. Ah oui, puis la préparation du sol pour le colza. Là vous distinguez, il y a une trace au sol de 5 mètres de large. Je suis venu tester le semoir à dents, si il passait bien, s'il n'y avait pas de bourrage de paille, car toutes les pailles sont à l'extrême surface de la terre. Ici donc des pailles d'orge, les orges ici qui avaient rendu 52 quintaux. Voilà, elles sont toutes en surface, je ne les ai pas exportées, hein, je ne vends pas la paille. Et surtout, je n'ai pas passé le chisel, c'est-à-dire que je n'ai pas passé les dents, j'ai juste passé les disques avec mon nouvel outil, le déchômeur rapide. J'ai passé 2 coups. Un coup lorsque c'était bien humide, à 3-4 cm, et puis un autre coup quand ça a eu séché un petit peu, pour continuer de mélanger tout ça. Les pailles vont comme ça mieux se décomposer, pas trop me gêner pour semer, c'est le cas, parce que le semoir est bien passé. Donc voilà la préparation, je ne vais pas plus en faire. Ah oui, ce que j'ai fait, j'ai roulé derrière, rappuyé tout ça, ça va faire lever un petit peu les orges qui sont en cours de lever, vous voyez. Donc ça, je les détruirai chimiquement avant le semis. Et puis ça va avoir tendance d'avoir donc déchaumé, scalpé, enseveli les graines d'orge, faire lever d'autres plantes qui accompagnent les cultures, d'autres plantes adventices que je pourrais détruire à la veille, quelques jours avant de semer. On fait ce que l'on appelle donc des faux semis. Et entre les 2 passages, les 2 coups de disque de déchômeur rapide, après le premier, il y a eu une forte levée d'orge que j'ai pu détruire mécaniquement avec le 2e coup. Plusieurs jours après, je ne sais plus très bien combien de jours après, 10-15 jours, et suffisamment de jours pour que la plupart des orges lèvent et qu'elles ne viennent pas concurrencer, que je puisse donc les détruire et qu'elles ne viennent pas concurrencer, car c'est très concurrentiel lorsqu'on travaille peu le sol, qu'on ne laboure plus. Les repousses du précédent qu'on a perdu lors de la récolte viennent souvent fortement concurrencer le colza. Là j'espère en avoir contrôlé et puis fait lever un maximum avant. Allez, on file. L'eau, c'est la vie. Nous voilà auprès du tournesol. Là, j'utilise la bande enherbée que j'ai fauchée il y a plusieurs semaines, hein, avant l'été. Et vous voyez que l'herbe prend vite sa place. Il y a un lièvre qui sait pas quoi faire.
Bon, il y allait au bluff, il s'est dit, il m'a pas vu, je vais pas bouger. Bon, c'est souvent comme ça un livre. Ça détale au dernier moment, ça se cache, ça s'économise. C'est sa stratégie pour se protéger, pas bouger, ne pas se montrer en mouvement. Mais à un moment donné, lorsqu'on y marche presque dessus, forcément il s'en va. C'est ce grand arbre au milieu qui perd de temps en temps des branches. Vous voyez qu'elle est ici. Alors je vais l'enlever définitivement. Elle pourrait rester sur la bande enherbée, mais quand je viens de l'entretenir, je déplace la branche un petit peu dans le champ. Mais bientôt dans le champ, elle va me gêner car je vais moissonner d'ici 2 mois. Bon, au bout d'un moment, on va isoler ça. Qui dit bande enherbée dit ruisseau. Ici on est au bord d'un petit ruisseau, il y a un filet d'eau permanent. Et puis il y a tout ce talus où il y a ces arbres. Je vais pouvoir la débiter en quelques morceaux pour pouvoir la manipuler. Je vais la mettre au pied de son arbre, comme ça le cycle des éléments retournera à l'arbre s'il continue de vivre encore. Allez, je voulais vous parler un petit peu technique. Donc, quand je l'ai choisi, je voulais surtout une vitesse, bon là il n'y a pas la batterie, hein, une vitesse de chaîne aussi rapide que la thermique. Je crois qu'on est aux alentours de 24 mètres secondes. Je voulais quand même que pleine vitesse et à vide, ça tourne assez vite. Alors ce que je constate, c'est qu'elle va s'écraser beaucoup plus rapidement que la thermique. On a une plage d'utilisation. Dès que ça commence à mordre et on commence à l'entendre qu'elle s'écrase, on n'a plus du tout de course sur la poignée pour mettre plus de purée qu'avec la thermique. Mais on est souvent pas à plein gaz, ça s'écrase un petit peu quand c'est dur et on appuie un peu plus fort, ça met de la puissance. Là la puissance est limitée assez rapidement. Ce que je constate, les plastiques m'ont l'air de bonne qualité, durs, denses, pas cassants. La chaîne se graisse parfaitement, elle est bien grasse. Alors, comment ça se tend par exemple? Comment on travaille? Voilà, je laisse toujours un petit battement de chaîne comme ça. Si je veux la tendre, bien, tout se fait sans outil. Je bascule ça. Je dévisse. Si je vais jusqu'au bout, ça enlève tout le boîtier ici, mais je ne vais pas y aller. Ça libère un petit peu le guide. Et ensuite, je vais avec la molette, plus moins, régler la tension. Voilà, dans un sens, là ça la détend. Et dans l'autre, ça la tend. Et je resserre. On va ouvrir tout de suite derrière. Après, je vous montre le bouchon de remplissage de l'huile de lubrification de la chaîne. On peut pas perdre le bouchon, il y a une petite ficelle qui tient tout ça. Tac, tac. C'est verrouillé, pareil, on sent que c'est quali. Là, il y a des aérations pour aérer le moteur. Là, le peu que je l'ai utilisé, il n'y a rien de chaud. Peut-être juste un petit peu le guide. Ici,
la gâchette de gaz. C'est progressif, hein. Plus on appuie, plus la chaîne va vite. On peut mettre petit gaz, mais ça s'écrase assez vite. Et là, je peux pas appuyer. La sécurité, c'est ça. Il faut d'abord appuyer sur ça pour ensuite manipuler ça. Là, je peux pas. Voilà. Le frein de chaîne. Là, je peux pas le coulisser. Voilà. Ça, au travail, c'est une sécurité. S'il y a un retour, un rebond, ça coupe, ça bloque la chaîne. Là, à l'intérieur de ça, comment ça marche? Ça, on va le dévisser complètement. Voilà. Bon, ça se nettoie. Ça s'encrasse pas mal, mais là. Mais bon, comme toutes les tronçonneuses, ça s'entretient. Et comment la tension se fait? C'est avec la petite molette que j'agis ici sur le carter. Voilà. Elle actionne ici. Et elle va venir actionner cette petite roue crantée qui vous voyez, on voit le guide se coulisser. En fait, cette roue, on vient la visser sur le guide. Et cette roue, il y a un petit mécanisme qui me paraît tout simple parce qu'il est vraiment très compact, mais qui permet, vous voyez, de coulisser le guide. Là, le guide va d'avant, de gauche à droite. Il tend et il dessert la chaîne. Voilà pour le mécanisme sans outil. Je vais finir ma branche et puis après je vais retourner dans mon bois que vous avez vu tout l'hiver. Il y a quelques petits bois d'acacia. On va voir comment ils se comportent dans de l'acacia qui a 1 an et qui est quand même un bois très dur par rapport à ces bois-là. Alors ce dont je ne vous ai pas encore parlé, ici en lisière du bois que j'ai exploité en acacia et en bordure du champ de tournesol en face, j'ai depuis quelques 15 jours, 3 semaines, je parle tout bas parce que je veux pas me faire attaquer, j'ai des nouvelles locataires, plusieurs dizaines de milliers, qui profitent des fleurs du tournesol. Vous l'avez deviné, ce sont quelques dizaines de colonies d'abeilles qui sont installées juste là. Alors là, elles vont peut-être être un petit peu moins sur le 220 qu'en journée, mais je m'approche rarement à 10 mètres car elles défendent vraiment leur territoire. Donc là, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est une collaboration entre moi et un apiculteur. Voilà, on s'est entendu sur un emplacement. Il est ravi d'avoir apporté de ses ruches quelques 28 hectares de tournesol. Et là, il est l'heure de rentrer. Je vois qu'il a mis plusieurs étages supplémentaires, des réaux sur ces ruches, car à mon avis, elles sont à bloc, elles remplissent à fond les étages. Donc elles explorent vraiment toutes les fleurs. Ça, c'est pas qu'une seule fleur, la tête de tournesol. Il y en a des centaines. Chaque future graine, il y a une fleur en face. Elles ont de quoi faire. Je vous raconterai tout ça plus en détail, évidemment.
C'est une première pour moi. Je m'approche pas plus, car je me suis fait avoir plusieurs fois. Elle pique. Une fois qu'elle vous pique, donc à m'ont piqué le dos, les mains, c'est une douleur qui reste plusieurs jours, hein. Ça picote plusieurs jours. Et puis l'abeille va mourir, hein, quand elle va défendre son territoire comme ça. Donc là, on va la jouer fine, hein, parce que j'ai compris la leçon. On va contourner un petit peu, et puis je vais essayer de trouver une branche. Alors vous voyez, c'est incroyable comment l'espace se bouche. Cet hiver, là, on voyait à une centaine de mètres dans le bois. Mais vous voyez comment il a repoussé d'une vigueur, d'une vitalité. Surtout le robinier faux acacia. Hein. Ça, ce pied qui fait plus de 2 mètres devant moi n'existait pas cet hiver. Du coup, on va passer par où je reconnais plus rien du tout. On va essayer de trouver un spot. C'est incroyable. Alors il n'y a pas que le robinier, il y a aussi les épines qui ont pris le dessus. Et le robinier, il sait très bien se défendre aussi, il a des pics. Vous savez quoi, je vais aller au plus près. Je vais pas aller chercher l'acacia. Je vais aller chercher un bois qui s'en rapproche au niveau densité. Je vais faire 2-3 branches de ce chêne. Et c'est un bois que je donne à faire car j'arrive pas à tout faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est comme ça, c'est en cours. Et c'est vrai que j'en avais gros à sortir d'un coup. Voilà, lui il était bien vivant il y a une année. Voilà. Bon, on voit que ça l'assoit un petit peu plus encore avec ce bois là. Bon, je suis content de mon achat quand même. C'est une tronçonneuse d'appoint. C'est pas une élagueuse, c'est une petite tronçonneuse. Elle se tient à 2 mains. Je l'aurai le plus souvent avec moi avec la thermique, qui en termes d'autonomie n'a rien à voir. Ici j'ai pris 2 batteries. C'est ce qui est quasiment le plus onéreux ensuite après l'achat de la tronçonneuse. Et ça va être l'une de ses grandes limites, hein, parce qu'une fois que les 2 batteries sont déchargées, eh bien, il faut arriver à faire un cycle de chargement, mais une fois dans les bois, c'est compliqué de trouver une source d'électricité. Quand on a un bidon de 5 litres d'essence, on peut déjà y passer la journée avec 2 batteries qui durent 20-25 minutes chacune. Ça passe assez vite. Là, sur 2 branchages, vous voyez, elle était pleine, elle était à 4, je suis passé à 2. Donc voilà, j'ai peut-être sicoté une dizaine de minutes, donc c'est à peu près logique au niveau de l'autonomie. Par contre, gros avantage, quand on travaille à faire du tronçonnage près de zones habitées, eh bien on est quand même audible, mais beaucoup plus discret qu'avec la thermique, qu'on entend à des kilomètres certainement qu'avec celle-là. À part le bruit du guide de la chaîne, le moteur fait assez peu de bruit. Allez, j'arrête de faire mumuse. Mes bordures sont dégagées. On continue de préparer. J'ai encore quelques hectares de terre à préparer pour le colza. Je vous tiens au courant de tout ça. Allez, à mardi prochain, 7h30. Salut!